Audiolib présente Iron Gold, Red Rising, tome 4 de Pierce Brown. Traduit de l'anglais par H. Lenoir. Lu par Elsa Amnan, Rémi Guton, Emmanuel Lemire et Pierre-Henri Prunel. Dehors, le vacarme de fin du monde continue. Une petite voix me souffle que si je reste ici cachée, nous échapperons peut-être à la mort. Que les soldats de la main rouge, avec leurs fusils et leurs sans-lames, pourraient nous oublier. J'ai envie de rassurer Pa, de lui dire que tout ira bien. Il y a des mois que je ne l'ai pas vu aussi éveillé, aussi présent. Il est conscient que c'est la dernière fois qu'il me voit. Je m'agenouille devant lui pour poser mes mains sur ses joues. Je regarde l'homme qui, pendant des années, m'a bordé le soir, m'a fait sauter sur ses genoux à la fête des lauriers, m'a raconté des histoires d'explorations et de combats, de mines, de bagarres et de vipères des profondeurs. Un homme autrefois grand comme le ciel, aujourd'hui brisé, impuissant et bientôt seul. On se retrouvera dans la vallée, lui dis-je dans un murmure, en appuyant mon front contre le sien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chacun maîtrise parfaitement son art. Sous nos yeux, ils font appel aux moindres bottes et parades apprises durant leur vie. Leurs lames se transforment en un nuage indistinct. Le sang gicle, colorant le marbre et les gradins d'écarlate. Un enfant, au 3e rang, en reçoit quelques gouttes sur la joue. Impossible de savoir lequel est blessé, jusqu'à ce que Cassius recule, l'épaule gauche entaillée jusqu'à l'os, révélant un muscle lacéré. Bellérophon en profite pour l'assaillir de coups. « Toi seul peux faire cesser tout ceci », me déclare Didon par-dessus la tête de Séraphina. « Donne-moi le code et il aura la vie sauve. Il n'a pas besoin de mon aide. » Malgré mes paroles, la peur me tord le ventre, tandis que le chevalier de la bordure prend l'avantage. J'ai toujours cru que Cassius était invincible, que sans lui le monde ne serait pas exactement le même. Aveugle à sa grandeur, à sa chaleur, à sa souffrance, à ses regrets et à son amour, nos hôtes ne voient en lui qu'un objet de haine. Je veux plus que des contrats, plus que de l'argent. Ça ne me suffit pas, ne me satisfait pas. Je veux faire plus de ma vie. Et que pensez-vous que nous faisons exactement ? Je l'ai compris avec le kidnapping. Vous ne recherchez pas l'argent, enfin pas seulement. Vous recherchez le pouvoir. Oui, en effet, c'est une bonne raison de revenir. Ça, et je voulais dire bonjour au gamin, dis-je avec un rire bruyant. Il sourit, mais ses yeux se plissent, suspicieux. Merde, Ephraim colle au scénario. Je tourne la tête, comme distrait, vers la fourmilière. Si j'acceptais votre offre, quel serait mon rôle ? Il boit une gorgée de vin et caresse le rebord de son verre. Eh bien, vous travailleriez sous mes ordres, bien entendu. Les détails dépendraient de votre imagination. Alexandar et Sévro franchissent la porte du complexe. Nous les suivons, Traxa, Apollonius et moi. Au dernier moment, Apollonius bondit en arrière. Le temps que nous nous retournions, il se tient face au gardien-chef, tenant la petite tête du cuivre entre ses grandes mains. L'homme est pétrifié. Apollonius me regarde par-dessus son épaule, de l'air insolent d'un chien qui s'apprête à chier sur le tapis. Il contracte les muscles de ses bras. Le cuivre hurle. J'entends un craquement humide. Les yeux du gardien-chef explosent, aspergeant Apollonius de sang. Alexandar vomit. Apollonius relâche l'homme, puis continue de crier en se griffant le visage. Laure, joyeusement, se lèche le pouce. Il a vraiment le goût d'une pièce de monnaie.